Bonjour et bienvenue, je m'appelle Madeleine Flanagan, je suis formatrice de formateurs TV5 Monde et je vous propose ici un court webinaire en préparation à l'atelier de formation, une ressource entre documents littéraires et adaptation vidéo, le conte. Il s'agit d'un petit webinaire donc qui va permettre de proposer quelques éclairages, courts éclairages sur le conte et en tant que richesse culturelle et linguistique mondiale, liée au patrimoine folklorique et littéraire de tous les pays et peuples du monde. Il était une fois, donc, il y a très longtemps, dans un lointain pays, un grand-père qui, à chaque naissance de ses enfants, de ses petits-enfants et de toute descendance, plantait un arbre. Son jardin était très fourni, mais parmi tous ces arbres, il y en avait un qui était plus beau que les autres. Et c'est cet arbre-là que la mairie, mais oui, la mairie, a choisi et a demandé au grand-père d'en faire don pour le nouvel an. C'est ainsi que commence l'histoire de l'arbre des Vosges. Voilà en fait de quoi commencer une histoire, quelle qu'elle soit, et une histoire réelle, et en faire un conte. Le conte littéraire et le conte populaire font partie d'une même réalité humaine et proposent des images sur les comportements humains dans la société. Et quelle que soit l'époque, on va voir que finalement, ces comportements humains ne changent pas, quel que soit le temps et l'époque. Ainsi, du papyrus aux tablettes mésopotamiennes, aux contes indiens, arabo-persans, jusqu'aux contes de fées que nous lisons aujourd'hui, on va trouver des contes transcrits qui ont des structures, des sujets et des éléments qui sont étonnamment semblables aux contes de fées que nous lisons aujourd'hui. Ainsi, le conte des deux frères, qui a été retranscrit sur un papyrus du XIVe siècle avant Jésus-Christ, raconte cette histoire de deux frères, Anubis et Bata. Et dans la pure tradition du conte populaire, du conte donc, qui ici est littéraire quand il a été transcrit, parle de deux héros, deux frères, qui vont connaître des aventures terribles, et ces aventures ont lieu dans un monde où vont apparaître des personnes réelles, des dieux, des démons, et qui ont lieu dans un espace que l'on ne définit pas particulièrement. Ces héros seront soumis à des défis qu'ils parfois réussiront, parfois ne réussiront pas ne répondront pas et ne réussiront pas ces défis. Mais finalement, à travers ces aventures où le merveilleux, le fantastique, le réel et le religieux s'entrecroisent, finalement va aussi s'exacerber des sentiments entre culpabilité, rivalité entre les frères, vont être aussi des maris et des époux, des mariages, des mensonges. Bref, nous allons retrouver dans cette histoire tous les éléments du conte tels qu'ils sont dans à peu près tous les contes traditionnels, littéraires ou populaires. Finalement, cette histoire va aussi avoir une fin heureuse et les méchants seront punis et les frères retrouveront une amitié fraternelle. Voilà. Donc ce conte montre bien que de tout temps, le conte dans cette structure que nous connaissons a toujours existé. Et en fait, nous allons voir également que dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, voici un autre exemple qui, cette fois-ci,
est un exemple qui vient des contes anciens du Panchatantra, donc de la culture indienne, qui est aussi un recueil de contes et de fables, l'histoire de Chacal. Cette même histoire ayant une version arabo-persane, donc qui a été traduite dans une version, et a donné naissance aussi à deux autres chacals. Cette fois-ci, il s'agit de Kalila et Dimna. Et cette même histoire inspirera La Fontaine, en plus bien sûr des fables d'Ésope que nous connaissons bien. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire finalement? On remarque ainsi qu'au fil du temps, les mêmes thèmes de base ont existé, l'universalité des traits, des caractères de l'homme sont les mêmes dans toutes les sociétés et traversent les civilisations. L'homme ne change pas vraiment, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays, et on pourrait même, comme on a dit, raconter un conte moderne avec les mêmes éléments. Ces recueils de contes qui, qui ont été oraux et qui ensuite ont été parfois retranscrits, ce phénomène universel et mondial se sont racontés et se sont ajoutés ainsi à certaines histoires qui existaient déjà, mais donc cette civilisation ont des racines communes, si l'on peut dire. Il s'agit la plupart du temps avec des croyances religieuses, mythiques, poésie, spécificités locales qui évoluent avec le temps et les transmissions. Ces images de la situation de l'homme dans sa société ont été traduites avec des mots et des langues et des langages qui ont évolué avec le temps et le moment, dans des contextes et des cultures différentes. D'où l'existence d'un même conte avec des variantes. La situation de l'homme dans une société est finalement universelle. De tout temps, dans toute société, les images, les mots ont raconté les hommes et les femmes. Ainsi, on peut dire que les troubadours et les trobaïrites ont aussi parlé autant dans les contes que dans les fabliaux du Moyen Âge. On a dépeint le bourgeois, le curé, le vantard, le cupide, le stupide, et parfois même de façon très crue. Les contes et les conteuses actuelles, contemporaines, qui sont des professionnels, ont remplacé les troubadours, et aujourd'hui, les slameurs sont aussi, d'une certaine façon, des conteurs de notre époque, avec des histoires et des contes actuels. Ces contes populaires et ces traditions orales que nous avons vues et dont nous venons de parler au moment du Moyen Âge, l'écriture, l'éducation ont amené progressivement, ont amené les bourgeois aussi, par l'éducation, à avoir beaucoup plus d'intérêt vers des documents écrits, et une mode s'est développée à partir du XVIIIe siècle, et on est parti à la recherche des traditions populaires et la collecte des fables et des contes. Le conte en Europe, ainsi, a eu un regain et un intérêt qui perdure toujours. Donc, à partir de ce XVIIe siècle, nous avons trouvé Charles Perrault et les collecteurs comme les frères Grimm qui, chacun de leur côté, ont rassemblé ces contes populaires, ces traditions orales, et les ont inscrits, rassemblés et parfois réécrits. D'où on parle des contes de Perrault ou des contes des frères Grimm. Ces traditions populaires et orales ont donc, non seulement elles ont perduré, mais en même temps, elles ont amené des productions et des diffusions diverses et variées dans tous les domaines artistiques. Les influences des contes ont été très importantes, ainsi qu'on le sait, donc à travers la littérature, à travers la musique, la radio, les podcasts que l'on trouve aujourd'hui. Donc il y a constamment une, une continuité de du conte qui perdure à travers le temps. On le retrouve dans la télévision, dans des émissions de télévision, du cinéma, le théâtre, la danse, le dessin ou la peinture. Et j'aimerais ici donner comme exemple
le conte la Belle et la Bête, que nous connaissons bien comme étant le, le conte de Jeanne-Marie, le prince de Beaumont, qui avait inscrit ce conte dans son manuel d'éducation, le magasin des enfants, ce petit document datant de 1757. On voit dans cette petite image qui m'a permis que j'ai retrouvée sur Google différentes productions à travers des domaines artistiques différents, que ce soit l'affiche de Jean Cocteau ou bien le document ou bien la musique de La Mer d'Oie de Maurice Ravel ou le ballet ou la comédie musicale qui a été proposée au Châtelet ou bien les magnifiques dessins qui ont été faits en art déco par Walter Crane en 1874, ou bien les productions Disney ou les films. On voit bien qu'un même conte, ici, a donné naissance à des productions artistiques diverses et très très nombreuses. Donc le conte, finalement, amène des intérêts au niveau dans la société auprès de toute personne et permet ainsi de développer l'imagination. En fait, le conte traditionnel va même plus loin et il a permis aussi la naissance de différents types de contes. Ainsi, le conte merveilleux tel on le connaît avec le domaine magique des fées, les princes, mais aussi le conte fantastique. Et on pense au Horla de Maupassant, entre réel et irréel, ou bien le conte satirique, se moquer d'une société avec les voyages de Gulliver, de Swift, ou le conte philosophique tels qu'ils ont été inscrits par Voltaire, ou même les contes immoraux entre licencieux qui sont licencieux ou comiques jusqu'au marquis de Sade. Ces différents types nous amènent à parler d'une façon beaucoup plus générale du conte et en particulier de, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un conte? Et le conte, voici en 10 points de quoi il s'agit. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une histoire plus ou moins longue, construite autour d'actions, de faits vrais ou faux. Un lieu, une location non définie entre réalité et rêve, tout en faisant appel à la vie du quotidien, la richesse, la pauvreté, la ville et la campagne. Il s'agit de travailler sur l'imagination et la distraction, et nous sommes dans un monde du et des vivants, c'est-à-dire les êtres vivants, les animaux ou les plantes font partie des acteurs des contes. Mais aussi, nous sommes dans un monde surnaturel où les esprits, les morts ou les religieux, ou tout ce qui est religieux, peuvent aussi agir. On est donc dans l'intemporel, mais on est dans une structure. Le conte est structuré et il permet des interprétations diverses possibles. En effet, on va parler de schéma narratif. Il y a des étapes successives, une situation initiale, où, quand, qui, un événement déclencheur, quoi, qu'est-ce qui fait que, et des actions diverses, comment. Quelles sont ces actions et comment est-ce qu'on va répondre? Quels sont les défis que ces actions vont amener? Quels résultats est-ce qu'on va pouvoir sortir vainqueur de ces actions? En quoi est-ce que ces actions vont amener à une transformation du ou des héros? Et quelle sera la fin de l'histoire? Comme on l'a dit, en général, les fins sont positives, mais malheureusement, le petit chaperon rouge a quand même été mangé par le loup. Il y a donc des éléments constitutifs, ainsi qu'on vient de le voir, entre le héros, le commencement d'une histoire, il était une fois, ainsi que j'ai essayé de commencer notre histoire sur l'arbre des Vosges, un espace totalement réel mais irréel également, et donc une fin, des actions, ainsi qu'on l'avait dit, et de bonnes ou de mauvaises rencontres, le merveilleux, et ainsi de suite jusqu'à la fin.
Et ces éléments constitutifs, en fait, euh, de cette histoire, cette trame, fait intervenir des personnages qui sont soit compétents, terrifiants ou bienveillants. Ce sont des personnages réels ou irréels. On voit bien tout à l'heure avec La Belle et la Bête, on a un monstre et une personne réelle, et la personne réelle qui est devenue un monstre. Donc on passe constamment entre la réalité et la fiction. Les rapports familiaux sont très difficiles et les émotions sont en contexte et sont assez intenses. Mais comment répondre à tout cela? Il s'agit de construire et de se construire par les actions pour réussir et vaincre la réalité du monde. Dans cette façon de présenter, on ne peut ignorer évidemment pour la partie, pour passer entre littérature orale et littérature littéraire, entre le document et la mise en oral du texte, il est bien important de parler du conte et du conteur. Le conteur, ainsi que nous l'a présenté Philippe Berthelot, lui-même conteur, parle d'un triangle d'or. Pour lui, effectivement, il y a une relation privilégiée qui existe et qui se crée et qui se développe entre le conte, le conteur et le public. Et il y a donc un double triangle avec deux sphères en relation. La sphère entre l'inconscient et la sphère du social, et trois éléments, le conte, le conteur et le public. Et pour que cette situation entre le conteur et son public, pour que cette situation soit la mieux réussie possible, il faut qu'il y ait un équilibre quasiment parfait entre ces trois personnes, ces trois éléments, le conte, le conteur ou la conteuse et le public. Aujourd'hui, d'après Philippe Berthelot, notre société manque à ce rôle, son rôle de stimuler l'imagination de ses membres. En effet, le conte a un rôle important dans la société. Il a cette capacité de développer, de créer l'imagination. Ce que l'on a appelé tout à l'heure, lorsqu'on a tout à l'heure parlé de l'inconscient et du conscient dans le public, nous parlons ici de la nécessité de stimuler l'imagination. Car aujourd'hui, dans nos sociétés, la place omniprésente du visuel, c'est-à-dire des images, ne donne plus la place à l'imagination. En fait, on a une saturation d'images et de spectacles. On est spectateur, tout simplement. On n'est plus capable de regarder et d'imaginer, de créer de nouvelles situations, de développer ces contes et de les multiplier, de les modifier. Et on est en fait en présence d'un consommateur passif. Il est donc important, et c'est là l'art du conteur, dans le lien qu'il a avec l'auditeur, avec chaque auditeur, et de développer la relation et de stimuler ce lien entre le conscient et l'inconscient. Il faut faire naître des images chez l'auditeur, il faut émouvoir son inconscient et il faut qu'une histoire soit un outil de construction personnelle. D'où, finalement, la nécessité d'avoir toujours un conteur ou une conteuse, un slameur ou une slameuse. Merci pour votre écoute.